7 pouces, 12 pouces. La différence, c'est 5 pouces. Et on le sait que 5 pouces, ça fait toute la différence. Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Aujourd'hui à l'émission, 2 nouveautés Subaru, mais 2 nouveautés qui partagent plusieurs éléments, plateforme, architecture, mécanique, etc. Ouais. On parle évidemment de l'Impreza dans sa version 2.5 RS, mais surtout du Crosstrek, qui est de loin le modèle le plus populaire chez Subaru au Canada. Oui, c'est drôle parce que si on recule derrière pour retracer l'historique de ces véhicules-là, l'Impreza avait été lancé en 1993 en remplacement de la Subaru Loyale. Ouais. Et c'est 20 ans plus tard qu'on est arrivé en 2013 avec la Crosstrek. Et aujourd'hui, la Crosstrek se vend 3 fois plus que l'Impreza. Alors, c'est dire à quel point les gens ont changé leurs habitudes de consommation. Tu le mentionnais, c'est le produit le plus vendu au Canada chez Subaru. Alors, Subaru s'est vraiment créé un créneau qui lui est propre en prenant des voitures de série, en faisant des pseudo-VUS. Bref, ça connaît beaucoup de succès avec raison. Et aujourd'hui, on a voulu comparer ces 2 produits-là pour voir ce qui convient le mieux à la moyenne des acheteurs au Québec. Parce que j'ai l'impression que l'Impreza, on tend à l'oublier, mais elle a encore beaucoup de qualité, cette voiture-là. Tout à fait, surtout si on reconnaît le fait que, encore une fois, les éléments mécaniques sont communs avec le Crosstrek. Évidemment, on n'a pas la garde au sol surélevée, on n'a pas la position de conduite surélevée, mais quand même, c'est une voiture, l'Impreza, qui est très logeable, surtout évidemment avec sa configuration Aion qu'elle adopte maintenant. Ouais. Donc, ça rehausse un petit peu son côté pratique et ça devrait aussi lui donner un certain avantage pour ce qui est de la dynamique, parce que, bon, évidemment, on parle d'un centre de gravité qui est abaissé par rapport au Crosstrek. Il faut souligner aussi que dans le cas de l'Impreza, on ramène une version issue du passé, du moins son nom, 2.5 RS. On va en faire une voiture un petit peu plus sportive. Dommage qu'on ne la propose pas en WRX, l'Impreza à Aion. Je pense que ça aurait été intéressant de le faire. Et du côté du Crosstrek, la nouveauté, c'est évidemment la version Wilderness. Évidemment, une voiture qui sera un peu plus gourmande, qui est un peu plus aventurière, qui a des pneus plus agressifs, qu'on aura la chance d'essayer un peu plus tard. Mais c'est la distinction de la gamme par rapport à ce qu'on proposait dans le passé. Moi, ce que je trouve aussi intéressant de Subaru, c'est que, bon, on a ici la 3e génération pour ce qui est du Crosstrek. Ouais. Et règle générale, à chaque fois qu'un constructeur arrive avec une nouvelle génération d'un modèle existant, le nouveau modèle est toujours plus grand, plus gros, plus long, plus large, plus lourd, plus haut, tout ça. Et dans le cas du Crosstrek, c'est tout à fait le contraire. C'est des dimensions, un gabarit qui est essentiellement le même que le modèle précédent. Ouais. Donc, de ce côté-là, Subaru est véritablement à contre-courant de l'industrie. Si on regarde, par exemple, le nouveau Kona, beaucoup plus grand que l'ancien modèle, mais Subaru conserve cette même philosophie. Les dimensions du véhicule sont les mêmes. En fait, j'ai l'impression que chez Subaru, on se dit pourquoi changer une formule gagnante? Puis en plus, c'est sûr que c'est plus économique de faire ça de cette façon-là. Alors, premier constat pour ce qui est de la Subaru RS, évidemment, c'est le moteur 2,5 litres. Donc, on a ici 30 chevaux de plus et surtout 33 livres-pieds de couple de plus que le moteur 2 litres des autres versions de l'Impreza. Donc, on sent un peu plus, évidemment, la poussée, mais quand je vous parle de poussée, il faut relativiser ici parce que, bon, bien évidemment, cette voiture est équipée d'une boîte CVT, donc une boîte à variation continue, qui simule 8 rapports. Puis c'est une utilisation qui est correcte, là, si on veut. C'est pas la pire boîte CVT de l'industrie, mais règle générale, c'est pas aussi efficace. En tout cas, certainement pas pour l'usage qu'on en fait aujourd'hui qu'une boîte automatique conventionnelle. L'autre constat que l'on fait, c'est que le châssis de cette nouvelle génération d'Impreza est plus rigide que celui du modèle antérieur. Donc,
une rigidité qui a été améliorée de l'ordre de 10 %. Et ça permet aux ingénieurs de calibrer les liaisons au sol afin de les garder assez souples. Et là, on sent quand même beaucoup de plongées lors du freinage intense ou de roulis, comme ici en virage. Et donc, la souplesse de ces suspensions-là fait en sorte que ça va être une voiture qui va être agréable à conduire au quotidien. On va être en mesure de composer peut-être plus efficacement avec les bosses, les inégalités du revêtement. Par contre, lorsqu'on regarde la configuration à haillons et lorsque je roule sur le circuit, je me mets à penser que une Subaru WRX avec cette configuration-ci, c'est-à-dire avec configuration hatchback ou à haillons, ça, ce serait vraiment, vraiment très cool. Et ça, évidemment, ce serait beaucoup plus performant que le modèle que l'on a entre les mains aujourd'hui. Et une dernière chose peut-être, on s'ennuie quand même un peu beaucoup de la boîte manuelle. Conduire un véhicule électrique en hiver. Assurez-vous d'avoir le double de l'autonomie requise pour votre trajet. Préchauffez l'habitacle pendant que votre véhicule est toujours branché. En roulant, privilégiez le volant et les sièges chauffants plutôt que le chauffage. Pour économiser de l'énergie, évitez la vitesse excessive, les accélérations et freinages brusques et voyagez léger. Sans grande surprise, les manufacturiers automobiles sont à la recherche de quelconque innovation qui peut bonifier l'économie d'essence de leur véhicule. Historiquement, ça s'est traduit par une réduction de la cylindrée, des plus petits moteurs qui consomment moins de carburant, ça fait du sens, mais on se rend compte aussi que le reste du groupe motopropulseur a beaucoup d'impact sur l'autonomie énergétique des véhicules. Ici, on retrouve une Subaru Impreza RS qui est équipée d'une transmission CVT, donc à variation continue, qui est utilisée en fait pour optimiser le régime moteur afin de réduire la consommation de carburant. C'est une unité spécialisée qui nécessite un fluide haute performance afin d'opérer de manière optimale et résiliente à travers le temps. Je suis d'accord avec Gabriel, c'est vrai que l'arrivée du moteur 2.5 litres sous le capot de l'Impreza, ça fait du bien parce que la voiture est tout simplement plus intéressante à conduire. Et que vous optiez pour l'Impreza ou la Crosstrek, la cote de consommation de carburant est désormais la même. On parle de 9 litres au 100 en ville, autour de 7,2 litres au 100 sur route. Ce sont les cotes annoncées par Subaru et ce sont des cotes que j'oserais dire très conservatrices puisque moi, sur route, avec la Crosstrek, dans le contexte estival, j'ai pu maintenir une moyenne de consommation de 6,6 ou 6,7 litres au 100 km. Donc, très impressionnant compte tenu du fait que c'est pas la voiture la plus aérodynamique qui soit. Et si on compare avec des véhicules en compétition, ben on est parmi les meilleurs au niveau des cotes de consommation. Évidemment, si on compare avec un Kona, par exemple, ce genre de produit-là. Et bien sûr, la cote de consommation diffère légèrement de celle du moteur 2 litres qui, lui, est moins puissant. Mais dans les faits, parce qu'on le sollicite davantage par manque de puissance, ben, au final, dans le quotidien, vous allez avoir une cote de consommation qui est à peu près la même. Bon, je pense que Gabriel vous l'a mentionné aussi, l'Impreza, ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. C'est exactement la même chose avec la Crosstrek. C'est une voiture qui évolue à pas de tortue. On a un peu raffiné les lignes, on a un peu raffiné l'habitacle. Si vous optez pour le modèle Wilderness, ben là, il y aura un caractère un peu plus fort, bien sûr, avec des éléments décoratifs qui font en sorte que le véhicule est peut-être esthétiquement plus aventurier à l'intérieur. Et la position de conduite de la Crosstrek, pour moi, c'est un avantage. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse se glisser naturellement à bord d'une Crosstrek parce qu'on ne grimpe pas à bord et on ne descend pas dans la Crosstrek, alors que l'Impreza, évidemment, étant une voiture, et on descend un petit peu. Alors, c'est très facile de se glisser à bord de cette voiture-là. Il y a beaucoup d'acheteurs qui vont la choisir pour cette raison spécifique. Et évidemment, il y a beaucoup d'acheteurs qui vont se présenter chez Subaru, peut-être dans l'idée d'acheter une Impreza et qui vont repartir avec une Crosstrek. Je l'ai toujours dit, le pire ennemi de l'Impreza depuis que la Crosstrek est commercialisée, c'est-à-dire depuis 2013, ben c'est la Crosstrek elle-même. Surtout dans le contexte de la province de Québec où les conditions climatiques
et les conditions routières sont souvent difficiles. La Crosstrek, c'est une redoutable voiture, alors qu'évidemment, la garde au sol de l'Impreza est moins impressionnante que ce qu'on a ici. Pour ceux qui connaissent la région, j'ai pu conduire depuis le complexe de l'Estérel jusqu'à ici, à Notre-Dame-de-la-Merci, sur le circuit de Mécaglis. Ce sont des routes qui sont très abîmées, qui sont très sinueuses également. Il y a beaucoup de dénivellation. Bref, ce sont des routes passablement difficiles et la Crosstrek s'y comporte à merveille. Ça m'a prouvé par ce seul exercice que vraiment, la Crosstrek est une voiture tout indiquée pour les conditions du Québec. La maniabilité, elle est magnifique. C'est une voiture solide. Pour moi, c'est une voiture absolument géniale. Et ironiquement, en situation de conduite hors route ou hors des sentiers battus, cette voiture-là se comporte merveilleusement bien. Elle peut composer avec les pires conditions routières et même s'aventurer hors des sentiers battus sans nécessairement craindre qu'on abîme la voiture. Bon, évidemment, vous ne grimperez pas l'Everest avec une Crosstrek, ce n'est pas conçu pour ça, mais elle va se débrouiller probablement mieux que n'importe quel VUS urbain ou sous-compact que vous pourriez vous procurer sur le marché. Et n'oublions pas qu'on part de la base d'une voiture. Alors, c'est très, très bien développé. Un mot maintenant pour vous dire que la présentation intérieure, c'est correct, sans plus. La qualité d'assemblage est là, mais certains matériaux font un peu bon marché. En même temps, c'est très bien assemblé. On a gagné un peu d'espace aux places arrière. Et le volume cargo, c'est bien découpé, c'est super efficace. 564 litres de volume cargo. Alors oui, c'est approuvé par Patrick Morin. Hugo, soulever une voiture, c'est un art. Évidemment, c'est pas tout le monde qui le maîtrise parfaitement. On peut apprendre comme ça, mais aussi on peut s'équiper de façon adéquate. Et chez Pièces Auto Super, vous avez évidemment le nécessaire. Oui. Premièrement, il y a 3 types de crics. Le type ciseau, qui est le cric de secours dans les véhicules. Ouais. Comme dépannage, c'est parfait. Après ça, on a les crics bouteilles, qui est utilisé plus dans les camions lourds. Ouais. Puis, on a le plus commun, les crics à plancher, que la plupart des gens utilisent. Pour acheter le bon cric, on doit premièrement savoir la capacité qu'on a besoin. On prend le poids du véhicule, on le divise par 2, puis on se garde une petite marge de manœuvre. Après ça, c'est de savoir la hauteur de chaque véhicule qu'on va avoir à lever. Ouais. Si on a un véhicule plus bas, ça prend un cric à profil bas. Si on a un camion, bien, il faut être sûr que notre cric va pouvoir le lever aussi. Mais il y a quand même des crics qui vont faire un travail un peu plus efficace que d'autres. Là. Oui, oui. On a des crics simple pont ou double pont, ce qui fait qu'ils lèvent beaucoup plus vite. Après ça, on a le choix du matériau du cric. On a les crics en aluminium qui sont beaucoup plus légers, donc plus faciles à manœuvrer. Sinon, on a les crics en acier aussi, qui est aussi bon, mais beaucoup plus dur à bouger. Lorsqu'on achète un cric, il est important de vérifier s'il y a une mousse protectrice sur le manche pour ne pas abîmer le véhicule si on l'échappe. Hugo, il y a quelques années, je vous ai acheté un cric ici, je l'adore. Ça fait plusieurs fois que je l'utilise, mais là, il commence à s'affaisser, ce qui veut dire qu'il y a un entretien à faire dessus. Là. Oui, de temps à autre, on peut vérifier le niveau d'huile. S'il en manque, on peut en rajouter. Ou s'il y a une fuite, on a même une huile avec un bouche-fuite à l'intérieur. Aussi, ce qui est bon à voir, c'est les chandelles de sécurité. Ben oui. Pour que si on travaille sur le véhicule et le cric est défectueux, le véhicule ne tombe pas sur nous. C'est une bonne idée, ça. Oui. Pour certains modèles de véhicules comme Tesla, si on prend le bon point de levage, on est très près de la batterie. Donc, on devrait utiliser des coussinets en caoutchouc qui sont spécialement conçus pour le véhicule. Donc, ça va éviter d'endommager la batterie et avoir des coûts très onéreux. Ce qui est pratique à avoir aussi lorsqu'on fait, exemple, un changement d'huile, c'est des rampes de levage. Donc, on embarque dessus avec le véhicule, ça le soulève. Il faut évidemment utiliser des cales de roue pour pas que le véhicule recule par accident et blesse quelqu'un. Essentiellement, il faut comprendre que soulever un véhicule, évidemment, ça demande un certain doigté, mais il faut le faire aussi en toute sécurité, donc s'équiper en conséquence. Exactement. Mathieu, est-ce qu'on prend un pari? Donne-moi des détails avant. Je te gage que le véhicule dans lequel on prend place présentement sera le seul de toute la saison qui sera équipé de cadrans analogiques avec des vraies aiguilles, des vraies jauges. Pas un cadran numérique. Ça, j'adore ça. Ben, écoute, je m'étais pris la note. Effectivement, ce sont de véritables cadrans. Il y a un tout petit écran dans le milieu. Subaru n'a jamais été à l'avant-garde sur le plan technologique dans ses véhicules. On est bien impressionné là, par la taille de l'écran, mais ça s'arrête là. Non, j'avoue qu'on aurait peut-être pu
mettre à jour certaines fonctionnalités technologiques. L'écran, même si on est passé d'un écran de 8 pouces à 11,6 pouces, je crois, c'est pas le dernier cri. Appuie sur Réglage. 1, 2, 3. Wow! Donc, il y a quelque chose qui cloche au niveau de l'implantation logicielle. Probablement que le matériel en arrière n'est pas non plus le plus récent. Dans le monde techno, on parle beaucoup d'obsolescence programmée, mais on parle aussi de plus en plus de droit à la réparation. Hein, ouais. C'est pas parce qu'il y a une pièce de ton téléphone qui brise qu'il faut que tu remplaces ton téléphone. Et là où je veux en venir, c'est qu'on a un système EyeSight ici là, qui prend énormément de place. Et je me demande, puis c'est toi qui connais ça davantage, mais si on brise le pare-brise, si quelque chose se fracasse au niveau justement de ce système-là, ouais. les coûts doivent être quand même assez exorbitants. Là. Si on accidente cette voiture-là, qui est une voiture d'entrée de gamme, on s'entend, et que certains capteurs ont été accrochés, endommagés ou carrément brisés, incluant les caméras qu'on va retrouver ici, tu as des radars, tu as des lidars, tout ce que tu voudras pour l'assistance à la conduite, bien, ça peut faire en sorte que la voiture s'en aille directement à la casse parce que ça coûte trop cher à réparer et parce que l'assureur n'acceptera pas de débourser des sommes supplémentaires. Et si c'est comme dans le monde des téléphones, il va falloir faire affaire avec le constructeur pour la recalibration, pour continuer de pouvoir profiter de la garantie. C'est particulier parce qu'en ce moment, on est dans une époque où les technologies ne sont même pas encore tous appliquées, que déjà, il faut que les constructeurs commencent à réfléchir sur comment et combien ça coûtera pour remplacer ces technologies-là lorsqu'elles briseront. Donc, c'est un enjeu qui est vraiment préoccupant. Le droit à la réparation devrait pouvoir se faire de manière facile, mais aussi à coût raisonnable. Donc, ça va être un dossier qui ne concerne pas nécessairement que Subaru. Là. Ici, c'est parce qu'on l'a en plein visage, ce système EyeSight-là, mais il y a plein d'autres constructeurs qui sont concernés par ce nouvel enjeu-là. Et je trouve ça bien que tu amènes ce facteur-là cette année parce que Subaru, avec l'élimination des boîtes manuelles, bien, rend pratiquement de série le système EyeSight sur l'ensemble de ses véhicules. Donc, on le démocratise de plus en plus. C'est offert sur des véhicules d'entrée de gamme, mais c'est une technologie qui vient avec son lot de contraintes. Parlant de contraintes, c'est mon droit au repos. Alors, pause café. D'accord. Les prix maintenant pour la Subaru Impreza, 29 105 à 37 105 $. Augmentation de prix considérable, vous l'aurez constaté. Ça comprend les frais de transport préparation de 1 995 $. Et il faut savoir qu'au Canada, la version Sportec, qui est le modèle le plus équipé, est exclusive au marché canadien. Il n'y a pas d'équivalent sur le marché américain où c'est la version RS qui va dominer. Et honnêtement, ça sera la même chose sur le marché canadien. Si vous passez à la Crosstrek maintenant, c'est pas compliqué. Il y a 4 versions également, comme avec l'Impreza, et chacune de ces versions-là coûte 2 500 $ de plus. Alors, pour passer à une Crosstrek par rapport à une Impreza, c'est 2 500 $ de plus. Ce qui est ironique, c'est que le coût de transport-préparation est 200 $ plus élevé sur une Crosstrek que sur une Impreza pour une question de poids, semble-t-il. Alors, c'est la raison pour laquelle les coûts sont un peu plus élevés. Ce sont des véhicules qui sont fabriqués désormais au Japon, à l'exception de la version Wilderness qui, elle, est fabriquée aux États-Unis. Et au moment d'enregistrer, on n'a pas le prix de la version Wilderness. Vous le voyez en ce moment à l'écran. Alors, une version qui risque d'être très populaire chez nous et la seule à pouvoir remorquer 3 500 livres. Les autres Crosstrek, c'est 1 500 livres de capacité de remorquage. Alors après ton essai du Crosstrek, est-ce que c'est toujours la référence du créneau? Parce qu'on sait qu'au Guide de l'auto, ça a toujours été le numéro 1 dans ce segment. Bien, la réponse, c'est oui, c'est pas compliqué. J'ai vraiment aimé cette voiture-là. Je trouve qu'elle est parfaitement adaptée aux besoins de l'automobiliste québécois. Mais j'ai été aussi surpris de pouvoir comparer les deux voitures qu'on a ici pour réaliser à quel point les différences sont marquées. Et j'ai envie de te dire que j'ai aimé les deux pour des raisons différentes et je ne saurais pas nécessairement lequel je choisirais personnellement. Toi, de ton côté, évidemment, la référence par rapport à cette voiture-là, plus que jamais, c'est la Mazda 3 Sport. 4 roues motrices, hatchback, même type de configuration que ça, avec moteur 2,5 litres.
Oui, effectivement. Moi, je te dirais que si j'ai à choisir entre justement cette Mazda GT Sport All-Wheel Drive et ça, je prendrais la Mazda, même si le système infographique ici, le système de télématique est mieux. Ouais. Mais du côté de la dynamique, du côté du design aussi, de la qualité d'assemblage, je trouve que Mazda est véritablement une coche au-dessus. Mais je te dirais que celle-ci est vraiment quand même très convaincante. Par contre, un peu moins de raffinement. Un peu moins de raffinement, la sonorité du moteur, tout ça. Ce que l'on pardonne un peu plus dans le cas du Crosstrek devient un peu plus un irritant, selon moi, dans le cas de l'Impreza. Alors, dans le cas du Crosstrek, on peut dire que plus ça change, plus c'est pareil. Ouais. Mais ça, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. En fait, c'est une bonne chose. Voilà. Et dans le cas de l'Impreza, évidemment, l'ajout de la version 2.5 RS relève un petit peu les performances. Et ça aussi, c'est un plus. Ce sont deux voitures très recommandables pour des raisons différentes. Et je trouve ça intéressant qu'on continue de mettre un peu d'énergie sur une voiture compacte alors que l'industrie la laisse un peu tomber. C'est d'ailleurs la seule nouvelle compacte dévoilée en 2024. Oui, c'est vrai. Cette émission vous a été présentée par votre quincaillier Patrick Morin et par les huiles moteurs Total Énergie. La semaine prochaine à l'émission, un VUS tout électrique mais développé à partir d'un modèle à essence, le Mercedes-Benz EQB.